Julien, Elodie et Marie, ce sont les nouveaux Karim, Gilles et Jérémy pour moi. Hein, c'est... Viens avec nous. Juste avant, on va parler un peu vraiment du film et comment il a failli presque pas voir le jour puisque personne n'en voulait, mais une question un petit peu plus personnelle pour commencer, parce que Freddy c'est un personnage tellement fort, iconique, qui j'ai l'impression fait son succès. J'ai l'impression qu'on a tous un peu une rencontre avec Freddy, et je voulais savoir un peu quelle était vous trois votre première rencontre avec Freddy. Alors moi c'est quand j'avais 16 ans, et c'est une question qu'on a traitée dans le podcast Monster Squad. Je crois que c'est la première question que tu nous as posée, Marie. Alors je vais essayer de répondre différemment en fait. S'il y en a qui ont envie de regarder les autres Freddy, dans le 7 qui est réalisé par Wes Craven et qui s'appelle en français Freddy sort de la nuit, je vais essayer de pas dévoiler, mais en gros on se retrouve sur un plateau de tournage avec un personnage d'actrice, Heather Langenkamp, qui se retrouve à devoir se justifier auprès d'une infirmière en disant non, mon fils fait des cauchemars, mais je vous jure, je ne lui ai pas montré Freddy, puisque dans le 7e, on est dans un univers où Freddy est une franchise de cinéma. Et l'infirmière lui dit non, mais parce qu'il me décrit dans les cauchemars exactement le monstre de vos films. Et elle lui répond mais tout le monde connaît Freddy. Et en fait, je crois que, je sais pas pour toi Julien, je sais pas pour toi Marie, je sais pas pour vous non plus, mais en fait, Freddy, c'est une icône de l'horreur dont moi j'avais entendu parler bien avant de voir les films, puisque je suis née la même année que Freddy en fait. Et oui, elle est vachement mieux conservée. et en réalité, en fait, je trouve que c'est marrant parce que la légende urbaine est une composante scénaristique du film. Mais en fait, ça joue pour Freddy et ça l'a aidé aussi à s'implanter cette icône. Et on en entendait parler à l'école bien avant d'avoir le droit de voir les films en fait. Oui, moi j'ai découvert Freddy parce que avant Internet, quoi, pour les vieux comme moi, en fait, il y avait, t'allais dans les kiosques, en fait, dans les maisons de la presse et tout, et je me souviens que au moment où le 3 est sorti, t'avais que des magazines qui vendaient des posters de Stallone avec les muscles tout huilés et tout, et des magazines qui vendaient des trucs avec Freddy, quoi, des affiches de Freddy et tout. Moi, c'est comme ça en fait que je l'ai découvert. J'ai feuilleté ces trucs-là, j'ai trouvé ça dégueulasse, je voulais pas regarder, mais je voulais regarder et tout en même temps. Et après, j'ai commencé à aller voir. J'ai vu le 4 moi sur Canal d'abord, puis j'ai vu le 5. Le 6. Il a les meilleurs goodies. Regardez ça, je l'ai vu en 3D. Voilà, ça faisait mal à la tête, ne m'en fiez pas. Mais en plus, c'est un film de merde, c'est horrible, quoi. Donc voilà, non, c'est nul. Et bon, voilà. C'est quand même mieux que les 13. Oui. Non, bah, ouais. Mais donc voilà, quoi. Puis après, oui, je suis tombé dedans. C'est-à-dire que le truc, c'est la variété, et puis le fait de te proposer des tonnes et des tonnes de trucs, quoi. Ça, c'était hyper étonnant. Puis c'est vraiment une création de son époque aussi, Freddy. C'est un truc dont on a parlé beaucoup dans le podcast, mais le Freddy, c'est en lien totalement avec l'imagerie MTV, avec tout ce qui se faisait au niveau des clips, avec des réalisateurs comme Russell Mulcahy, qui, s'il n'avait pas eu autant de succès aussi rapidement, se serait probablement retrouvé à faire un Freddy au même titre que Renny Harlin. Enfin, voilà, bref. Et Marie? Bah, moi, c'est un peu ce que disait Elodie, c'était un truc une espèce de légende urbaine qui nous faisait un peu peur alors qu'on n'avait pas forcément vu les films. Et moi, au collège, en fait, mes parents m'interdisaient de regarder des films d'horreur, et c'est cool parce qu'ils ont vachement fait un boulot qui a vachement servi. Et en fait, on avait des potes qui enregistraient ça sur VHS quand ça passait à la télé, on se les passait dans le dos de nos parents, et c'est des trucs que je regardais le mercredi après-midi quand mes parents n'étaient pas là. Et voilà. Donc oui, je disais là pour revenir sur ce film, le film de Wes Craven, c'est un pur scénario Wes Craven qui a fait le tour des majors et des studios pour essayer de le vendre, mais personne n'en voulait. Si on peut revenir un petit peu sur la genèse de cette production déjà. Alors Walt Disney en a voulu, c'est drôle quand on y pense, mais il fallait, en lui demandant de l'édulcorer, en ressuscitant tout le monde à la fin. C'était la seule touche qu'il avait. C'est l'époque où ils étaient paumés, hein, Disney. Ouais. C'est l'époque où, comme ils étaient paumés, ils faisaient plein de trucs, ils faisaient Tron et tout, quoi. Mais voilà, ils étaient un peu perdus, quoi. Qu'aurait fait Walt, mais il était mort, et du coup, ils étaient perdus. Et effectivement, ils ont envisagé de lui prendre
reprendre le scénar, d'en faire un conte gothique édulcoré, donc ce qui ne s'est pas fait. Et heureusement, pour Wes Craven, il a croisé la route de Bob Shaye de New Line. Et donc, c'est pas un pur scénar de Craven. Il y a quelques idées qui viennent de Bob, dont la comptine de Freddy, la fameuse, la scène de l'escalier, je crois. Oui. Où elle s'enfonce comme ça. Voilà. Et la fin surtout. Et la fin, ouais. Et la fin. On peut peut-être commencer par parler de la fin. Commençons par la fin, bien sûr. Voilà. Parce que Je sais pas, il en a tourné 4, non? Voilà. C'est ça. Mais c'est un peu toujours la même idée, mais avec des variantes. Quoi. C'est vrai que la fin originale que voulait Wes Craven, c'était... il y avait beaucoup de brouillard, je crois. On faisait tourner la machine à fumer. Et c'était l'idée que c'est le happy end, mais nous, spectateurs, on avait conscience et que tout le film qu'on venait de voir était en fait un cauchemar. Et il n'a pas eu du coup le final cut. Bob lui a dit c'est pas du tout dans l'air du temps. Il faut que tu nous fasses une fin avec un petit twist comme une main qui sort d'une tombe à la fin d'un film d'horreur. Et donc il lui a demandé un lac. Voilà, c'est ça. Mais c'est surtout que Bob Shaye, en fait, il voulait faire une franchise, alors que Wes Craven, lui, en fait, il voulait que ce soit une histoire toute seule. Et pour lui, Freddy, ça n'avait pas vocation à devenir une saga. C'était censé être une histoire qui se tenait à elle toute seule, quoi. Voilà. Et évidemment, Bob Shaye, à l'époque, New Line, c'était une toute petite. Oui, c'était rien du tout, New Line. Ils avaient produit quelques films, notamment des films de John Waters. Et en fait, ça existait à peine, quoi. Vraiment, ils étaient dans des réseaux de distribution parallèles. Ils montraient des films dans les vidéoclubs, dans les réseaux universitaires, dans les prisons. Enfin, c'était vraiment un minuscule truc. Et en fait, c'est Freddy qui a fait exister New Line, en fait. Oui, en fait, New Line, ça a été créé en 67. En 68, ils ont le Romero, La Nuit des Morts Vivants. Et ils commencent à se rendre compte, on peut faire des choses avec les films d'horreur, parce que c'est vrai qu'ils étaient au début très John Waters, très film underground. Et là, ils se sont dit, il faudrait qu'on le fasse nous, notre film d'horreur. Ils ont eu aussi Evil Dead quand il est sorti. Et ils se sont dit, quelques années après, bon, si on produit notre propre film d'horreur, donc ça crée tout de suite une tension en fait avec Wes Craven, parce qu'ils n'avaient pas de sous. Et ils ont optionné le scénario de Wes Craven pour Freddy, mais au prix le plus bas possible, je crois que c'était $5 000. Donc tout de suite, Wes Craven est rentré dans la production avec l'idée que ce serait compliqué, qu'il n'y aurait pas de sous, qu'il n'y aurait pas beaucoup de temps aussi, on pourra peut-être en parler. C'est un tournage qui a été très très difficile, Freddy. Oui, parce que ça pourrait être un tout petit budget, mais c'est quelque chose qu'on ne ressent pas. Il y a une telle inventivité dans la mise en scène, dans les effets spéciaux. Il y a des effets spéciaux, le film est quand même vieux, mais il y a, je trouve, encore des séquences qui marchent à merveille aujourd'hui, parce qu'elles sont des pures séquences de terreur et d'ambiance, et qui ne se jouent pas uniquement sur le grand... pas le grand guignol, parce qu'il y a quand même des trompes de sang, mais les idées, je trouve, sont tellement fortes. Déjà, ils arrivent quand même à bien le mettre en scène, pour pas que ça fasse cheap. Ouais, c'est toi le truc, c'est que moi, pour moi, le premier, Freddy n'est pas encore Freddy. C'est-à-dire qu'il va déjà... la première chose, c'est qu'il va vraiment avoir la gueule qu'on lui connaît dans le 2, puisque c'est un autre maquilleur qui va commencer à refaire et à sculpter à nouveau le masque prosthétique de Robert Englund, et qui va lui donner notamment ce facette un peu de sorcière, en fait, hein, avec le nez un peu crochu, le menton en galoche et tout. Et le truc, c'est que le concept est là, chez Wes Craven, ça c'est indéniable, on peut pas lui enlever, c'est un concept de film d'horreur que je trouve absolument génial, quoi. Mais ouais, c'est mortel, quoi. Enfin, je veux dire, tout le monde, c'est évident en fait d'avoir un truc qui travaille sur les rêves, et en même temps il fallait le trouver, quoi. Et c'est évident d'avoir un truc d'horreur qui travaille sur les rêves. Je veux dire, le cliché, c'est tu vois un film d'horreur, t'arrives pas à dormir après l'avoir vu. Et travailler justement sur un film où l'enjeu c'est de ne pas s'endormir, tu sais que c'est fatal, qu'ils vont forcément s'endormir, et puis le sommeil, un truc quand même mystérieux, quoi. Enfin, je passiez tous des très bonnes nuits, mais la question n'est pas là, mais c'est vrai que c'est un truc, c'est presque comme une espèce de mort, enfin tu sais pas, tu quittes, ton corps n'est plus là, ton esprit n'est plus là, tu te réveilles, t'es encore là, mais il peut s'être passé d'autres choses. Le jour s'est levé, ne serait-ce que ça. Non mais enfin voilà, c'est vraiment un truc très bizarre. Donc travailler autour de ça, puis évidemment les rêves et l'inconscient et tout ce qui raconte là-dessus, c'est super. Après sur les effets, oui, il y a déjà ça en germe. C'est-à-dire ce truc que le concept permette de faire des effets bizarres qu'on voit pas dans le cinéma d'horreur auparavant. C'est-à-dire que le cinéma d'horreur a un truc très... On appelle ça, les Américains appelaient ça les films de la viande.
Même Wes Craven, en fait, quand il fait la dernière maison sur la gauche ou la colline à des yeux, c'est très charnel, c'est très physique, en fait, quoi. L'horreur est très physique. Massacre en tronçonneuse, évidemment, mais même La Nuit des Morts Vivants, alors que c'est plus fantastique, quoi, déjà. Et avec Freddy, il va y avoir cette notion qu'on peut s'amuser avec le gore, qu'il y a un truc presque cartoon ou slapstick. Il y a un truc, par exemple, moi, il y a un effet qui me frappe toujours, en fait, dans Les Griffes de la Nuit, qui est ce petit moment où Freddy sort de derrière un arbre. Alors ça, c'est un truc que tu retrouvais chez Keaton, chez Laurel et Hardy et tout. C'était un effet très courant, en fait, de cache contre cache, en fait, qui permettait, en fait, au personnage de sortir de derrière les arbres. Et tu retrouves aussi chez Tex Avery, quoi. Et ça, en fait, il va poser les jalons de ça, notamment avec les pièces qui tournent, ce qu'ils appellent la zero gravity aux États-Unis. Donc, tu sais, le décor est construit à l'intérieur d'un grand cerceau en acier. Le cerceau tourne et comme la caméra est fixée au sol, nous, en tant que spectateurs, on est un peu bêtes, on se fie à ce que la caméra nous montre, à ce que l'environnement nous montre. Donc là, l'environnement majoritairement nous montre que la gravité, elle est sur le sol, et au plafond, tu ne marches pas au plafond, quoi. Et l'élément qui discordant, en fait, là-dedans, c'est l'acteur qui va commencer à marcher sur les murs et sur le plafond et tout. Donc ça, c'est pareil, c'est un effet qui existe depuis très longtemps. Méliès l'avait fait dans L'Homme Mouche, et Stanley Donen l'a fait dans Mariage Royal, évidemment Kubrick dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Mais le fait qu'il l'utilise dans un film gore avec cette fille qui se fait éventrer au fur et à mesure et tout, c'est assez neuf, en fait. C'est un truc qui est tout à coup, c'est presque comme s'il avait ramené de la fantaisie, voire peut-être même du merveilleux, en fait, dans un univers qui est avant tout très craspec, très sale, quoi. Et dans les suites, ils vont l'accentuer, il y aura des squelettes image par image à l'aérosène et tout. Pardon, tu voulais parler, mais... Non, mais juste ajouter, c'est vrai que la structure tournante en plus de Jim Doyle, ce qui est drôle, c'est que pour revenir au fait qu'ils n'avaient pas d'argent minimum, des moyens minimum et des effets maximum, c'est qu'ils n'avaient pas l'argent pour en faire un truc motorisé, donc ils le tournaient à la main, il fallait être fluide. Ancienne. Voilà, c'est ça. Comme dans Mariage Royal. Et donc ça crée quand même cette scène d'anthologie, je pense. Et pour rebondir sur ce que tu disais aussi, il y a le fait d'intégrer le fantastique, ça permet ces séquences de rêve avec le côté, ça rappelle M.C. Escher. Dans le deuxième Freddy, t'as les vinyles qui fondent, ça fait Dali, t'as Bosch, des fois tu penses à des séquences très surréalistes, alors qu'on est dans un slasher. Donc un slasher, normalement, c'est de la terreur urbaine, comme tu dis, c'est des films de viande. Globalement, c'est un type avec un couteau et voilà, et qui te surprend. Au mieux, t'as une tête qui explose. Au mieux. Voilà. Alors moi j'adore, hein, c'est trop bien, mais c'est au mieux, voilà. Et là, l'onirisme va créer un monde complètement débridé, donc c'est vrai que c'est complètement inédit. Il y a un truc qui va se passer, c'est ça en fait la saga Freddy aussi, c'est qu'il y a un truc, je parlais tout à l'heure de l'imagerie MTV, il va y avoir une rencontre là-dedans. C'est-à-dire que l'image MTV, c'est ça aussi. C'est créer de l'effet, c'est faire des effets chocs, notamment avec la caméra, mais pas que et tout. Et en fait, tout ça, il y a une logique en fait là-dedans qui va faire que le personnage de Freddy va complètement se déployer dans les années 80 et s'éteindre avec elle aussi, d'ailleurs, à mon sens. Je voudrais rebondir sur ce que tu disais sur le côté slapstick qu'il y a dans Freddy. Et je trouve aussi, là, on parle souvent de Wes Craven, il y a cette idée géniale de casting qu'il a pour Freddy, de Robert Englund, de ne pas partir sur plutôt un cascadeur, ce qui est assez souvent ce qu'on prend pour les Halloween, les Jason et autres, et là de partir sur un comédien qui va amener cette dimension... Un cabot. Trois fois rien. Tu l'as pas aimé dans V, toi? Non, ce qui sortait, il venait d'avoir juste V avant, où il avait un rôle, pour ceux qui ont connu cette série extraordinaire. Mais voilà, le fait d'avoir pris un comédien qui, d'un coup, incarne le rôle. C'est avant, je crois, Freddy. Oui, V, c'est avant Freddy. V, c'est avant Freddy. Il vient du théâtre, et je pense que ça se sent. Et il a une grosse période de vache maigre. Moi, c'est une anecdote que j'adore. Mais en 78, il mettait des feuilles mortes sur la pelouse de Halloween. Donc, ouais. Et je trouve que quand on sait ça, en fait, c'est drôle de savoir que quelques années après, il devenait Freddy Krueger. Mais on sent que quand même, il vient du théâtre, Robert Englund. Et c'est vrai qu'on ne peut pas imaginer Freddy sans lui. Et je sais pas, est-ce qu'il y en a qui ont vu le remake? Est-ce qu'il y en a qui ont aimé? Est-ce qu'il y en a qui ont aimé le Freddy du remake? Bon. Même si l'acteur est pas super, mauvais, c'est c'est vraiment, il fait tout ce qu'il peut, mais en fait il est tellement constitutif de l'icône aussi
D'ailleurs, dans le 2, Bob Shaye voulait prendre un autre acteur. En fait, il s'est dit c'est pas la peine de payer cher Robert Englund, on peut prendre n'importe qui, on lui met un masque, un maquillage. C'est vraiment le tournage à l'économie. Donc du coup, si on peut se passer de l'acteur qui va nous demander de l'argent et prendre quelqu'un qu'on connaît pas, et au final, ça marchait pas du tout. Et ils ont été obligés de le reprendre et de le signer sur tous les épisodes suivants. C'est pareil, ce qui est marrant, c'est que Berryman, par exemple, dans La colline à des yeux et tout, il a quand même un truc de... Tu sais, c'est cet acteur chauve, là, avec la forme de crâne tout à fait particulière. Tout. Il a quand même un truc mastoc. C'est-à-dire que c'est presque c'est presque une mongoose dans Mad Max 2. Enfin, je veux dire, il a un truc comme ça de force physique. Où tu te dis, oh lui, s'il me met une mandale, je vais avoir mal, quoi. Et Englund, c'est une crevette, quoi. Franchement, c'est ça le truc qui est vraiment étonnant. Et c'est là aussi, il y a une dissociation claire et nette avec Jason, qui est une force brute totale, quoi. Et là, Englund, physiquement, tu te dis, bon, bah, il met une claque. Après, il met une claque avec sa main griffue, ça fait déjà plus mal. Mais surtout, le truc, c'est que tu t'en fous, en fait, parce qu'il te fait pas mal physiquement, en fait. C'est mentalement, donc c'est dans le monde du rêve, etc. Et puis surtout, il a une pantomime, en fait, tout à fait particulière. Je disais que c'est un cabot, mais je pense qu'il fallait un cabot. Il faut un cabot pour jouer derrière un masque prosthétique, parce que c'est de la mousse de latex. Donc si tu fais juste un petit sourire en coin comme ça, bah ça passe pas, ça te traduit pas. Tu fais faire ça, des gros trucs, et là ça fait un petit truc un peu plus discret, quoi. Mais indirectement, c'est lui qui a amené, d'une certaine manière, de par sa posture et son jeu, vers un côté plus comédie de la saga des Freddy, qui est un peu présente dans celui-là, mais qui va être vachement développé, surtout dans le 3, puis le 4, trop. Ouais. Non, mais non. Je sais pas si c'est lui, ça. Lui, c'est la posture, ça c'est sûr. Lui, il a mis cette posture avec l'idée que le banc pèse très lourd et que du coup ça le déséquilibre un peu et ce côté un peu désaxé. Asymétrique, quoi. Du terme. Mais après, je pense que c'est plus une question de scénar et de réel, plus que ça, parce que même dans les interviews, même lui dit oui, on a un peu jumpé le shark, on est un peu allé trop loin. Enfin, moi j'aime beaucoup le 4 et le 5, mais je sais pas, il y a des répliques qui sont... Enfin voilà, il fait plus très peur. En fait, je pense qu'à partir du 4, c'est le moment où Freddy fait plus vraiment peur et où il y a ce côté vraiment... où il cabotine à mort et où il est grand guignol, mais quand même... Puis il parle toujours de la phrase du troisième « Welcome to Primetime Beach ». Et ils en parlent tellement tout le temps qu'à mon avis, il n'en a pas écrit 100 000 ses propres répliques, Robert Englund. Je pense qu'il y en avait beaucoup qui étaient en fait... puisqu'il reparle toujours de la même, à mon avis. Celle-là, il l'a écrite. Ouais, mais je pense que les autres, sinon, c'était vraiment au moment de l'écriture où c'était une décision des réals de continuer cet aspect comique. Mais par contre, cette réplique, elle est marquante, quoi. Ouais. C'est un truc dont tout le monde se souvient, et le 3, c'est vraiment la saga a pris son envol. C'est-à-dire que le premier, ça lance le truc, les mecs se disent « Ah, là, il y a un filon », ils le creusent avec le 2, ils se plantent un peu de direction, mais ils retrouvent quand même le filon à peu près, même si Marie aime beaucoup le film. Mais par contre, à partir du 3, paf, c'est pile dedans, quoi. Après, il trouve totalement la formule. Le 3 c'est meilleur, c'est pour ça qu'on l'a fait à une séance il y a combien d'années 2017, je pense que... Est-ce que quelqu'un était là? Non, c'est quelques fidèles. Non, mais c'est marrant aussi parce que versus les sagas comme les Halloween et surtout les Vendredi 13 où c'est des réalisateurs dont tout le monde a oublié les noms, c'est quand même une saga où il y a des petits faiseurs qui sont quand même restés, hein, Chuck Russell, avec Frank Darabont au scénario, même Jack Sholder qui fait le 2, c'est Stephen Hopkins qui fait le 5, qui fait 24 heures après, Renny Harlin. Donc quand même des personnes, ils ont réussi à fédérer quelque chose autour de cette saga. Je pense que ça venait surtout de la radinerie de Bob Shaye en fait. Non mais vraiment, je pense que c'est des heureux accidents quoi. C'est vraiment quelqu'un qui voulait pas payer cher des réals. En fait, le réal du 2, enfin le scénariste du 2, Bob Cheskin, c'est quelqu'un David Cheskin, c'est quelqu'un qui travaillait dans je sais plus quel département de New Line et qui a proposé une idée. Ils lui ont dit ouais pourquoi pas. Il a écrit un petit traitement puis on dit vas-y Branco tu fais le scénar. Et Rachel Talalay qui a réalisé le 6. Elle était productrice vraiment au tout petit niveau dès les premiers, donc elle a suivi toute la saga, mais c'est quelqu'un qui n'était pas du tout destiné à être réalisateur ou enfin réalisatrice. Et je pense qu'il y a vraiment ce côté, c'est pareil, Renny Harlin, quand en fait il venait mendier littéralement tous les jours pour avoir le job, il paraît qu'il ne se sentait pas très bon, qu'il avait les cheveux un peu cracra et qu'à bout d'un moment ils se sont dit bon, le film va être compliqué, il faut qu'on le sorte très vite parce qu'on l'a évoqué très rapidement tout à l'heure, c'est des tournages très très rapides. Enfin, en gros, on commence la production en février-mars et l'affiche est déjà prête et la date de sortie est déjà calée, genre au mois d'août quoi.
Et ils se sont dit, bon, le grand viking, là, il va peut-être faire l'affaire. Mais c'est vraiment, c'est des cadeaux empoisonnés, en fait, ces rôles de réalisateurs sur les Freddy, je pense. C'est des jeunes qui n'en veulent, quoi, en général. En dehors des transfuges de New Line qui viennent d'autres départements et tout, c'est Brian Helgeland sur le 5, quand même, quoi. Il y a Pierre comme scénariste, quoi. Et le mec signe ça, qui a un très mauvais scénario au demeurant, mais ça fait rien, il y a des trucs qui sont super cool, quoi, dedans. Et les mecs font leurs armes. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que Helgeland ou Darabont, ou même Russell, hein, je pense, dans une moindre mesure, c'est aussi des mecs qui ont un vrai amour, en fait, du fantastique et une vraie connaissance de ça. Et je pense que la saga en a profité énormément. Je pense que Darabont, le fait que le 3 soit un des meilleurs, en tout cas, ait vraiment bien posé la structure du truc, et que comme par hasard, t'as un mec comme Darabont aux commandes du scénario, et pour le coup, ils avaient eu un peu plus le temps, a priori, d'écrire un vrai scénario, contrairement à ce qui s'est passé ensuite et tout. Bah, c'est pas un hasard, Darabont, il a une vraie connaissance de la littérature fantastique, il aime vraiment ça, il a bouffé des séries B à foison et tout, et donc il a une idée de comment on peut articuler ça, comment ça peut fonctionner, et comment on peut rendre aussi cette saga pérenne. Et est-ce qu'on sait quel regard avait Wes Craven, non seulement sur la saga, mais sur l'horreur? Parce qu'il y a toujours il a toujours eu un regard un peu compliqué sur ça. Pas ça, lui, hein. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui aime pas ça. C'est quelqu'un qui voulait pas faire des films d'horreur. Parce que quand il fait ses premiers films, qui sont ça vraiment horribles en termes de ce que ça montre, il a cité Bergman. Là, c'est quelque chose de peut-être plus intellectuel que le slasher, enfin, beaucoup plus intellectuel, ou en tout cas intellectualisé. C'est vrai que quand il fait ce film, il a 45 ans, il a une formation, c'était un prof juste avant, il a une formation psychophilo et il était prof d'humanité d'anglais. Il a commencé à monter des films, il a d'abord fait des montages son, un montage vidéo pour Robert Downey Senior, et puis en 72 il fait la dernière maison sur la gauche. Mais quand même, en fait, je pense que sa culture de l'horreur fait que comme il a un côté intellectualisant, il a tendance à jouer avec les codes. Ce qui l'intéresse, c'est les codes, et on l'a vu avec Freddy, et comme tu le disais dans le podcast, où il introduit le surnaturel dans le slasher, mais après, plus tard, il y aura le néo-slasher avec Scream. Donc, même quand il fait La collinette des yeux, il cite Goya et tout, quoi, et les titans des mythes grecs. Moi, je l'ai interviewé une fois, tu l'as interviewé? Non, jamais. Moi, je l'ai interviewé une fois, et c'est marrant, parce que c'était un mec, t'as l'impression d'interviewer un aristocrate anglais, quoi. Il était hyper... Enfin, c'est pas du tout... je sais pas, moi... quel autre réal de fantasy, j'en sais rien, j'ai pas de nom qui me viennent, mais il semblait pas du tout en phase, en fait, avec ce pourquoi il était connu, quoi, tu vois. Y compris, d'ailleurs, quand il fait... alors, moi, je suis pas un fan de Wes Craven, moins que Elodie et que... Non, et Marie, mais moi, j'aime beaucoup, par exemple, The Serpent and the Rainbow. Non, mais elle le sait, mais... Non, mais après, moi non plus. J'aime beaucoup The Serpent and the Rainbow, pour le coup, je trouve que c'est un super film, quoi. Mais là, je trouve que là, vraiment, pour le coup, il a embrassé le sujet, quoi. Et sinon, en fait, moi, je trouve, hein, y compris dans Les Griffes de la Nuit, bizarrement, quoi, il le prend avec un petit pince-nez. Mais du coup, c'est parce qu'il le prend aussi avec un petit pince-nez qu'il prend du recul et que du coup, il a des super concepts. Et moi, c'est ça le truc avec Wes Craven. C'est-à-dire que même si je suis pas un fan de La dernière maison sur la gauche, de La collinette des yeux, des Griffes de la Nuit et tout, le concept, quoi. Il a toujours des idées de concept qui sont super, quoi. Et quand il y a un mec qui revient derrière et qui adore ça et qui le reprend et tout, donc les Freddy suivants, moi je trouve que le remake de La collinette des yeux de Aja est super, par exemple, et tout. Quand les mecs, ils les reprennent et qui aiment vraiment ça avec ces idées-là incroyables, bah, ça donne des super trucs, quoi, en général, quoi. Ce qui fait quand même des films qui ressemblaient à rien à leur époque, étaient vraiment décalage par rapport à la je sais pas. Pour Les Griffes de la Nuit, oui, ça c'est clair. Les Griffes de la Nuit, d'ailleurs, un titre qu'on doit à Claude Chabrol, il faut quand même le rappeler. C'est quand même génial, j'ai toujours trouvé cette anecdote incroyable, quoi. Mais Claude Chabrol qui aidait des distributeurs à trouver des titres, parce que c'est pas du tout le titre. Et c'est quel beau titre, quoi. Mais quel talent, quand même, Chabrol, chapeau, quoi. Bref, oui, ça c'est vrai, mais moi je pense, tu vois, La dernière maison sur la gauche, ou même La collinette des yeux, c'est totalement dans une certaine mouvance du cinéma. Oui, mais celui-là est resté, en vrai. Enfin, je trouve que c'est un film encore aujourd'hui qui est un vrai truc. La dernière maison sur la gauche, même La collinette des yeux qui ont des limites, mais c'est ce qui prouve que le film avait peut-être quand même quelque chose et une voix à part par rapport au As-Mille Petit Film Cheap qui existait à l'époque, qui était supposé donner un petit frisson lorsqu'on allait voir au drive-in. Celui-là a apporté peut-être un côté un peu... Je préfère les Split on Your Grave que La dernière maison sur la gauche, mais bon, je sais pas. Ça invente un peu le Rape and Revenge, oui, pas ça vraiment existe, avant, en enfin, fait. ouais. Enfin, c'est pas le plus prototypique, mais... Non, je pense que c'est un inventeur, comme tu disais, il a des bonnes idées. C'est pas le meilleur metteur en scène, c'est pas...
Mais il a quand même des pures idées. Bah, pour quelqu'un qui voulait pas faire de l'horreur, c'est quand même fou d'avoir inventé deux des plus iconiques boogeymen en fait, parce que Ghostface et Freddy, ça vient de lui, même s'il est pas tout seul, même si voilà, il y a le maquillage, il y a des trucs, mais c'est quand même deux des personnages de grands méchants. Puis grâce à Ghostface, enfin, grâce à Scream, on a Mortel Saint-Valentin. Enfin, je veux dire, c'est génial. Ça, c'est super. Et puis il va réaliser Je te rappellerai que t'as dit ça un jour. entre le Scream et entre les Griffes de la Nuit et Scream, il va réaliser le 6e, 7e de... 7e Freddy. 7e, qui est déjà une sorte de proto... Scream, ouais. Quand j'ai vu Scream la première fois, je me dis, il a déjà fait ça, c'était hyper bizarre. Je sais pas, moi j'aime pas trop en fait son autre Freddy. En fait, c'est un film bizarre quoi. Il y a 2-3 trucs qui sont intéressants, mais c'est un peu cheapouille. Il a refait un nouveau look à Freddy qui est un peu pété, je trouve. Un impair Ouais, ni fait ni à faire. En fait, il l'a rendu un peu mastar, ils l'ont mis une muscle suit, alors un gun. C'est un peu con, je trouve. Ouais. Le concept est dément quand même. C'est ça, l'idée, c'est d'avoir... L'idée est géniale. Oui, alors par contre, mais c'est pareil, l'idée est trop bien, mais t'as une scène en fait, moi je me rappelle dans Freddy sort de la nuit, qui est géniale, qui est cette scène où Edward Lovencamp va voir Wes Craven dans sa villa, là, qui était donc la vraie villa où il habitait. Je veux dire, le concept, c'est grosso modo ce que tu disais. C'est la saga existe en tant que saga. On est dans un monde où la saga existe. Wes Craven fait des films et l'actrice du premier. Victime de son succès vis-à-vis de tout ça. Quoi. Ouais, mais comme dans la vraie vie, il y a un truc qui est très marrant là-dessus, se met à faire des cauchemars autour de Freddy. Et se pose la question, mais alors, ce qu'on a tourné il y a 30 ans finalement, est-ce que c'est pas en train de se passer réellement? C'est quand même, je trouve, Mais sauf qu'il le mène pas à son terme, je trouve trop. Et donc par contre, il y a cette scène où elle va le voir et elle voit la page et elle voit le dialogue qu'ils viennent d'avoir tous les deux, etc. Et ça, c'est vraiment super, quoi. Mais là, t'as envie d'avoir un truc, une mise en abîme de dingue et tout. Malheureusement, Wes Craven n'était pas de Satoshi Kon, quoi. Ouais. Alors, mais par contre, je me demande toujours sur ce film-là, comment le concept est né. Est-ce que c'est les producteurs qui sont allés voir Wes Craven en disant il faut que tu refasses un script Pour le dernier, tu veux dire? Oui, enfin pour ce 7e. En fait, c'était une discussion entre Bob Shea et Wes Craven où il avait vu en interview que depuis un moment, Wes Craven disait que s'était un peu fait avoir sur Freddy, que c'était devenu une saga malgré lui, parce que lui, il est revenu sur le 3, il avait commencé à écrire un scénario qu'ils n'ont pas gardé, enfin ils ont juste gardé l'idée de faire revenir Camp sur le film, mais ils n'ont pas gardé le reste de ses idées, et du coup il a toujours eu du ressentiment par rapport à ça, et c'est une saga dont il ne voulait plus vraiment entendre parler, et du coup Bob Shea a fait un pas vers lui en lui disant écoute, on va essayer de régler ça. Donc ils ont eu un petit amendement financier parce qu'il y a eu toute une Freddy Mania dont on ne peut pas parler, mais c'est quelque chose qui a généré beaucoup d'argent avec des partenariats avec tout et n'importe quoi, avec des produits dérivés, avec des poupées, avec des pyjamas Freddy, avec vraiment plein de trucs. Pour enfants. Une série, et il y a eu vraiment plein de choses, et Wes Craven ne touchait rien sur ça, quoi. Donc ils ont eu un argent financier, puis en fait en discutant, ils se sont dit peut-être que tu pourrais, on a tué Freddy dans le 6, mais peut-être que tu pourrais le faire revenir une dernière fois, on pourrait refaire un film et tout, et Wes Craven a eu cette idée-là. Après, lui, ce film-là, c'est un film qui viendrait après le premier et après le troisième, plus ou moins, quoi. Mais parce que lui, il renie un peu ce côté-là, Grand Guignol. Lui, il voulait vraiment faire, dès le premier, un thriller psychologique, quelque chose vraiment un peu abstrait. Et le côté Grand Guignol qui arrive après, c'est pas quelque chose, évidemment, qui lui plaisait. Ça va faire un beau podcast tout ça à écouter, c'est bien. Et est-ce qu'au cas où, des questions, des remarques?